Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques instants que tout le monde ait la chance de se connecter avant de débuter. Alors, bon matin tout le monde. On a environ la moitié des participants qui sont connectés. On va attendre encore une petite minute avant de débuter. On va être avec vous dans un petit moment. Alors, bon matin à tous. Bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, je suis Julie Desjardins, directrice affaires publiques à la Chambre, et j'animerai le webinaire de ce matin. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, qui est présentateur de l'événement. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels qui nous viennent de chez TACT. Tout d'abord, nous avons avec nous Daniel Matt, associé fondateur de TACT. Fort de plus de 20 ans d'expérience en affaires publiques et en communication, Daniel agit comme conseiller stratégique et gestionnaire de projet. C'est un passionné de communication qui a développé au fil des ans une expertise en gestion d'enjeux, en gestion de crise et en gestion de l'image. Monsieur Jason Patuano, directeur principal de TACT, est également avec nous. Jason a géré et développé la fonction des communications internes et externes au sein d'organisations reconnues, et ce, au Québec comme ailleurs au Canada. Au cours des 15 dernières années, son expertise à titre de gestionnaire, de porte-parole et de conseiller stratégique lui a permis d'œuvrer dans de nombreuses industries. Monsieur Matt et Monsieur Patuano viennent nous parler ce matin de l'ABC de la communication interne et externe en période de crise. Ils feront une présentation d'une durée d'une trentaine de minutes. Cette présentation sera également rendue disponible sur le site web de la Chambre par la suite. La présentation sera suivie d'une période de questions que j'animerai. Je vous invite donc à poser vos questions par écrit à l'aide de la boîte Q&A qui est située en bas de votre écran Zoom. La boîte de chat sert quant à elle à nous faire part de vos commentaires. Les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre ce matin seront envoyées à nos conférenciers qui feront leur possible pour y répondre directement par écrit. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Daniel. Merci, Julie. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents en si grand nombre. Merci aussi à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de nous donner l'occasion de vous parler aujourd'hui de l'ABC de la communication en période de crise. Et je pense que le timing est excellent parce qu'on vit présentement une crise sans précédent. Julie mentionnait mes 20 années de service en relations publiques. Durant ces années-là, j'ai eu à gérer, à travailler sur de nombreuses crises, dont certaines avaient une portée internationale, mais évidemment, je n'ai jamais été confronté à une crise de cette ampleur-là, celle qu'on vit aujourd'hui, qui touche l'ensemble de la planète, qui affecte tous les humains dans leur quotidien, que ce soit au niveau de leur santé ou au niveau économique, au niveau de leur situation financière. Donc, c'est une crise dont on peut tirer d'ailleurs plusieurs enseignements et on continue à tirer des leçons parce que la crise n'est pas terminée, elle évolue.
On ne sait pas exactement quand elle va se terminer. En fait, on ne sait pas du tout quand elle va se terminer. On ne sait pas non plus quelle forme elle va prendre. Mais d'un point de vue professionnel, c'est quand même une occasion unique là, pour nous de tirer des enseignements et d'apprendre de cette crise-là. Et c'est ce dont on va donc aujourd'hui, on va avoir une partie évidemment plus théorique sur les grands principes de la gestion de crise, mais on va illustrer nos propos avec des exemples concrets, notamment en s'attardant à la situation évidemment au Canada, au Québec, en évaluant, en commentant la performance, entre autres, de nos gouvernements qui sont les premiers à devoir gérer cette crise-là, même si chacun d'entre nous, au sein de nos organisations, on a aussi une réponse à donner à cette crise-là. On va avoir aussi des exemples, des conseils aussi pour vous. Avant de commencer comme tel dans la théorie, pour qu'on parte tous de la même place, je vais passer la parole à mon collègue Jason qui va vous donner la définition que nous, on donne à une crise. Jason? Oui, merci Daniel. Alors, enchanté également d'être parmi vous. Comme disait Daniel, je pense que c'est important qu'on s'entende un peu sur cette définition-là de la crise. Vous l'avez à l'écran, c'est une approche qui est un peu théorique, là, mais au fond, selon nous, il y a 3 critères qui déterminent si c'est une crise ou non. En fait, c'est s'il y a des impacts sur la vie humaine, s'il y a des impacts sur la réputation, s'il y a des impacts financiers. Dans le cas qui nous intéresse présentement, on parle vraiment d'une tempête parfaite. Donc, c'est une situation qui clairement a des impacts sur la vie humaine, mais au niveau financier, il y a énormément d'incertitudes présentement. On l'a vu là, depuis le début de la crise, il y a des impacts autant au niveau commercial, au niveau également des particuliers. On vit une situation qui est hors du commun. Présentement, les gens sont en confinement, les gens sont forcés en télétravail, il y a de la quarantaine, la fermeture des commerces, les clients, les fournisseurs qui ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup d'industries ont des enjeux d'approvisionnement ou de livraison. Et au-delà d'être une crise sanitaire mondiale, ce qu'on vit présentement, avec la COVID-19, ça génère des crises dans chacune de vos organisations. Et c'est là que c'est particulier parce qu'en fait, quand on dit on fait de la gestion de crise, on fait de la gestion de crise, mais qui doit s'adapter au contexte de chacune des organisations, ce qui rend le tout excessivement complexe. Et dans ce contexte-ci, il y a beaucoup d'incertitudes. Et quand il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une importance qui est cruciale de bien communiquer. On doit bien communiquer dans toutes les circonstances, mais présentement, c'est d'autant plus important. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, quand on ne communique pas, il y a des gens qui vont s'assurer de combler ce vide-là et ça ne sera pas fait nécessairement de la façon dont vous voulez. Donc, il faut le combler de la bonne façon. Alors, comment on fait ça? C'est très, très important de se préparer, de bien se préparer. Et je vais repasser la parole à Daniel pour qu'il puisse vous en parler un petit peu plus. Effectivement, la clé dans une gestion de crise, que ce soit celle qu'on vit présentement ou n'importe quelle autre gestion de crise, c'est d'être le plus près possible. Évidemment, par définition, Jason vient d'en parler, on ne sait jamais à quel moment une crise va surgir, quoique dans le cas présent, particulièrement au Canada et au Québec, on a quand même pu voir venir puisque ça avait commencé en Asie, en Europe, etc. Donc, on a quand même eu le temps de se préparer un peu. Chez TAC, par exemple, on travaille quotidiennement sur des plans de gestion de crise pour des organisations, donc pour qu'elles soient prêtes si jamais une crise surgit, qu'elles soient prête à y répondre de la façon la plus efficace possible. Et en gestion de crise, les choses vont vite. L'ordre des décisions est bousculé, particulièrement quand on est à la tête d'un gouvernement, que ce soit celui du Canada ou du Québec, où évidemment ce sont d'immenses machines avec plusieurs niveaux, plusieurs étapes, et parfois il faut sauter ces étapes-là pour aller un peu plus rapidement. Donc, la première chose à faire en cas de crise, et ça se retrouve dans les plans qu'on va faire, c'est d'organiser la cellule de crise. Et on a vu à Québec, par exemple, il y a même eu des reportages là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à lire celui d'Alec Castonguay dans l'actualité qui est très intéressant. Donc, il y a une cellule de crise qui s'est formée, qui est notamment composée du premier ministre, de la ministre de la Santé, du directeur de la Santé publique. Il y a d'autres mondes autour de ça. Et cette cellule-là est devenue le centre de décision de la réponse du gouvernement du Québec face à la pandémie. Chacun a un rôle très particulier. C'est là aussi où on va convenir d'un certain nombre de choses. La cellule se réunit tous les matins à 8 heures. On a prévu, parce qu'une crise, ça peut être long, puis celle qu'on vit s'enligne pour être
particulièrement longue, donc on prévoit aussi parfois des remplaçants. On a vu là, depuis quelques temps, entre autres, lors des points de presse de 13 heures, que le premier ministre peut être remplacé par la vice-première ministre. Donc, la cellule de crise est vraiment le centre décisionnel, c'est au cœur des actions qui vont être prises, que ce soit dans le cas de la pandémie par les gouvernements ou pour chacun d'entre nous dans nos entreprises qui devons aussi répondre à la crise face à nos clients, face à nos employés, etc. Je vais y revenir. La cellule de crise, donc, aussi va prévoir les impacts potentiels. Hein. C'est quoi les risques, autant les risques qui viennent de l'externe que ceux qui peuvent venir de l'intérieur, pardon, et aussi commencer à travailler sur des solutions, proposer des choses, prendre des actions. On le voit dans le cas de la pandémie, que ce soit à Ottawa ou à Québec, par exemple, ici au Canada, on voit bien là qu'il y a un certain nombre de solutions qui ont déjà été proposées, un certain nombre d'actions qui ont été prises. Ça continue, ça évolue parce que la crise évolue comme telle, puis il y a parfois même des décisions, je vais y revenir aussi, qui sont modifiées, qui sont, hein, des fois on avance, des fois on recule, on l'a vécu beaucoup cette semaine notamment, mais donc c'est l'étape où on identifie les impacts potentiels là, qui peuvent survenir, puis quelles sont les fonctions critiques de l'organisation, donc où on doit mettre nos efforts pour sauver l'organisation, ni plus ni moins dans le cas d'une crise très importante, puis où on peut peut-être transférer des responsabilités des gens, n'est-ce pas, d'un service qui est moins important en gestion de crise à un autre service, un autre département qui est plus important, puis on le voit dans le cas de la pandémie au Québec où il y a eu notamment du transfert d'employés, par exemple, des hôpitaux vers les CHSLD, etc. C'est aussi la cellule de crise qui va donc structurer les communications. Au sein de la cellule de crise, il doit y avoir une personne qui a cette responsabilité-là, qui a ce chapeau-là des communications. Donc, identifier nos publics, que ce soit nos publics externes, nos publics internes, de quelle façon on va leur communiquer, quels moyens on va utiliser pour les communiquer. On doit aussi désigner un porte-parole. Donc, dès le départ, dans la cellule de crise, généralement, il y a une personne qui a le rôle de porte-parole. On voit que dans le cas de la pandémie, les porte-paroles principaux sont le premier ministre du Canada au fédéral et le premier ministre du Québec au provincial. Mais il y a d'autres porte-paroles secondaires, mais on a vu quand même que les porte-paroles principaux étaient les deux premiers ministres devant l'importance de cette crise-là. Et comme il y a une abondance d'informations qui vient de toutes parts, c'est particulièrement vrai dans le cas de la pandémie qu'on vit présentement, c'est très important d'avoir des messages qui sont précis, qui sont clairs, qui sont concis et qui vont donc faire leur chemin, qui vont permettre de rejoindre les cibles à qui on cherche à parler. Dans une gestion de crise aussi, il y a ce qu'on a. En fait, je vais illustrer, avant de passer au cycle de communication, je vais illustrer à la prochaine diapo, Jason, donc avec un exemple concret, vous allez voir apparaître à vos écrans trois visages que vous reconnaissez certainement. On a rendez-vous avec eux tous les jours à 13 heures ou presque là, depuis 2 mois environ. Donc, on s'est attardé un peu à la performance là, du gouvernement du Québec. On en a fait une espèce de mini-étude de cas, même si évidemment, il y aura une étude de cas beaucoup plus vaste à faire une fois que la crise s'est terminée. Mais ce qu'on peut constater, c'est certainement, en tout cas dans les premières semaines, c'est qu'il y avait justement là un message qui était clair, qui était précis, qui était concis, qui était rassurant. Évidemment, au début, c'était la phase où on devait se confiner et avec toutes sortes de consignes qui étaient demandées, avec aussi des appels à la solidarité, au bénévolat et des appels qui ont été très largement répondus. Puis on voyait dans les enquêtes d'opinion, les sondages, que le taux de satisfaction, le niveau de confiance de la population vis-à-vis du gouvernement était très élevé. C'est normal en temps de crise, quand les gouvernements doivent répondre, en général, il y a un effet effectivement de rassemblement autour des gouvernements. On l'a vu à différents moments dans l'histoire, que ce soit ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais je vous avouerai que des taux au début de la crise aussi élevés que j'ai même vu un sondage qui donnait 94% de satisfaction face à la gestion de la crise du gouvernement. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ça a toujours tendance à être élevé, comme je viens de le dire, mais un taux aussi élevé, je n'avais jamais vu ça. Probablement que ce haut niveau-là de satisfaction risque de diminuer un peu parce qu'on rentre dans la phase de déconfinement qui est beaucoup plus complexe
à gérer que la phase de confinement qui entraîne beaucoup plus de questions, de craintes, d'angoisse, etc. Puis on voit aussi là que, évidemment, le livre s'écrit pour tout le monde actuellement, donc on marche un peu dans l'inconnu, mais on voit aussi qu'il y a des décisions ou des choses qui étaient dites il y a 48 heures qui sont plus valides aujourd'hui. Donc, on avance, on recule. C'est un peu normal. Je pense que les gens sont prêts à accepter ça jusqu'à un certain point parce que les gens comprennent que la crise évolue puis qu'on n'en connaît pas, évidemment, tous les tenants et aboutissants. Mais ça reste quand même, je pense que hier ou avant-hier, il y avait un sondage léger là, qui montrait là, que le taux de confiance ou de satisfaction à l'égard du gouvernement du Québec était très élevé. Celui à l'égard du gouvernement du Canada aussi est très élevé. Il l'était un peu moins au début, notamment au Québec. Je pense qu'au début, la performance du gouvernement canadien pâtissait un peu de celle du gouvernement québécois dans la mesure où les premières interventions du premier Trudeau, entre autres, étaient peut-être un peu imprécises, un peu confuses. Il n'était pas tout à fait focus sur son message, comme on dirait, mais je pense qu'ils se sont repris depuis. Et on a vu d'ailleurs que le taux de confiance, le taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement canadien est très élevé aussi. On va y revenir, Jason et moi, avec des exemples qui concernent la réponse des gouvernements, mais aussi d'autres exemples. Mais on va vous parler là de ce qu'on appelle, nous, le cycle de la communication, donc qui comprend 4 étapes. Le premier étant la mise à jour, la rétroaction, qui est très, très important. On le voit plus que jamais avec la pandémie actuellement. Donc, c'est la collecte des faits, des informations. C'est fondamental, évidemment. Il faut que notre base soit solide. Puis, on a vu justement une dichotomie, là, par exemple, entre les informations qui étaient communiquées par le haut de la pyramide, par les gouvernements, et ce qui venait parfois de la base du terrain, notamment du réseau hospitalier. Puis, je donne l'exemple, entre autres, de la pénurie là, d'équipements. Pendant quelques jours, là, le message du premier ministre puis de la ministre de la Santé, etc., n'était pas tout à fait le même que l'écho qu'on avait des spécialistes ou des professionnels de la santé dans le réseau. Donc, c'est important d'avoir une information qui est solide, surtout quand il y a abondance d'informations comme c'est le cas actuellement, parce qu'on a besoin de ces informations-là pour communiquer, que ce soit à l'interne ou à l'externe, avec notre équipe, nos employés ou avec nos clients, nos partenaires. Puis, je fais une petite parenthèse sur l'interne. En gestion de crise, évidemment, dans le milieu des affaires, on est très préoccupé par l'impact que la crise va avoir sur notre business, sur nos affaires, sur nos clients. C'est tout à fait normal. Parfois, on concentre beaucoup d'efforts là-dessus, au détriment peut-être de l'interne, qui est tout aussi important, plus que jamais en situation de crise. Puis on le voit actuellement avec les gouvernements par rapport aux clients que nous pouvons être. Là. Donc, oui, il y a un appel à la mobilisation, à la discipline, au respect de certaines règles. Donc, c'est important que l'équipe à l'interne soit mobilisée aussi, qu'on communique avec eux les différentes informations qu'on doit communiquer. Donc, c'est important là, de ne pas négliger cet aspect-là. Ces temps-ci, évidemment, il y a abondance d'annonces, de mesures gouvernementales de toutes sortes, que ce soit celles qui ont trait à la santé publique, les consignes, etc., mais celles aussi qui ont trait aux mesures de soutien à l'économie, aux entreprises, aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, etc. Il y a vraiment eu une tonne d'annonces qui ont été faites par Québec et Ottawa. Et pour nous, pour les entreprises, évidemment, on peut avoir besoin de ça. Ça a un impact sur nous. Ça peut avoir un impact, évidemment, sur nos clients puis sur notre équipe, sur nos employés. Le deuxième cycle, qui est l'analyse des impacts, et ça aussi, évidemment, c'est fondamental. Donc, quel impact la crise va avoir sur nos opérations, sur notre logistique? On a vu, évidemment, au Québec et ailleurs dans le monde aussi, que plusieurs entreprises, plusieurs commerces ont dû cesser carrément d'opérer. Fait qu'évidemment, ça a un impact financier, ça a un impact sur les clients, etc. Sur l'interne, pour notre équipe, il y a évidemment beaucoup de gens qui sont en télétravail, mais il y a des gens malheureusement qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui auraient peut-être pu continuer à travailler, mais la garderie a fermé. Évidemment, on sait que les écoles ont fermé aussi, ce qui entraîne d'autres problèmes pour les parents qui doivent rester à la maison et s'occuper des enfants en même temps. Donc, l'analyse des impacts est fondamentale, mais c'est aussi une étape où il peut y avoir des opportunités à saisir. Puis vous avez peut-être vu des exemples là, d'entreprises qui ont su tirer profit, dans le bon sens du terme, de la crise pour faire une communication adaptée, une communication envers leur clientèle, soit pour offrir des avantages à leur clientèle ou tout simplement pour montrer aussi leur solidarité avec l'ensemble de la société qui s'affaire à lutter contre la pandémie. Puis on a ramassé quelques exemples. Là. Jason va vous en parler. En fait, Jason, si tu veux en parler justement maintenant. Ouais. Oui, puis Daniel, tu as mentionné quelque chose d'important. Il faut être opportuniste.
mais il faut bien faire les choses. Sans quoi, ça peut être perçu très négativement. On a vu des exemples d'entreprises ou même de gens qui ont tenté de tirer profit, mais de façon trop mercantile et de façon organique. Ils se sont fait dire assez clairement. Et donc là, eux-mêmes, là, ça peut avoir un impact sur leur réputation, sur leur crédibilité. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire les choses de la bonne façon. Au fond, la ligne directrice, c'est est-ce que dans le contexte d'une crise comme celle-ci, est-ce qu'on fait des choses pour aider nos clients ou pour aider la société? Si la réponse est non dans les deux cas, il faut se questionner à savoir est-ce qu'on fait les bonnes choses. Il faut toujours faire les choses pour les bonnes raisons parce que le tribunal public jugera après cette crise-là qui a bien agi et qui a mal agi. Donc, il faut toujours penser à moyen et à long terme parce qu'il peut être tentant des fois de prendre une décision à court terme parce qu'on pense qu'on peut en tirer un bénéfice immédiat. Mais il faut toujours penser à plus long terme. Un des premiers exemples qu'on voudrait souligner, c'est la fermeture des salles à manger de Saint-Hubert. Dans le fond, Saint-Hubert a pris cette décision-là le 15 mars, donc avant qu'il y ait une directive claire de fermer les restaurants. Saint-Hubert, parce que leur modèle d'affaires est aussi construit sur un modèle de livraison, de commande, ont pris cette décision-là spontanément de dire, bon, bien, écoutez, on est en mesure de réorganiser nos opérations. L'objectif, c'est de protéger nos clients, c'est de protéger nos employés. Donc, on prend cette initiative-là, on fait preuve de leadership et pas longtemps après, d'autres chaînes ont emboîté le pas et ont fait la même chose. Ça a été l'occasion pour eux également de revoir leur processus et de lancer un service de livraison zéro contact. Et ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'ils ont réussi à faire de la publicité télévisuelle sur ce point-là. Donc, il y a une façon de générer des bénéfices par rapport à une décision de ce genre-là, mais il faut que tu le fasses de la bonne façon. Dans ce cas-là, c'était pour aider les clients, puis c'était pour protéger les employés. Un autre bon exemple, c'est les cuisines solidaires. Ça, c'est une initiative qui a été lancée, entre autres, par la Tablée des chefs, par Jean-François Archambault, qui a pris l'initiative de mobiliser toute l'industrie alimentaire, les chefs, pour préparer des repas. Et là, pas un petit nombre de repas, un grand nombre de repas. On parle d'un objectif de 1,6 million de repas qui vont être préparés pour les banques alimentaires. Et je voyais un article cette semaine, entre autres une entrevue de Jean-François Archambault qui mentionnait qu'il était rendu à 800 000 repas. Donc, c'est pas peu dire que des chefs, que l'industrie alimentaire qui vivent des moments excessivement difficiles en ce moment, mettent la main à la pâte pour ne pas faire de mauvais jeu de mots et vont aider leurs prochains à la hauteur de 1,6 million de repas pour des banques alimentaires. Donc, on peut comprendre que ces gens-là font une réelle différence. Les compagnies de télécommunications, les fournisseurs Internet ont également pris des initiatives, entre autres, pour retirer le plafond d'utilisation de données, sachant que les gens, que la société allait devoir consommer davantage de bandes passantes, considérant le télétravail, considérant le confinement. Et par la suite, certaines de ces entreprises-là ont également fait des publicités de type brand à la télévision pour démontrer que leurs actions avaient permis aux Québécois et aux familles de rester en contact et de rester proches, ce qui, encore une fois, nous permet d'évaluer et de bien juger un fournisseur de services là, à la hauteur de ses valeurs corporatives. Un autre exemple, c'est Bauer, qui a changé sa chaîne de montage pour pouvoir produire des visières protectrices pour le système de santé. On sait qu'au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'enjeux d'approvisionnement, entre autres au niveau des équipements de protection individuelle. Bauer, quand même, qui est habitué de faire des visières pour casque de hockey, j'en conviens, mais connaissent très bien les équipements de protection et se sont engagés auprès du gouvernement à produire minimalement 300 000 visières pour le système de santé. Et la chose qui est intéressante là-dedans, c'est qu'ils ont mentionné que si jamais il y avait des profits qui étaient générés à la suite de cette opération-là, tous les profits allaient être remis à des œuvres de charité. Alors, encore une fois, on comprend, c'est des entreprises qui ont les reins solides malgré tout, mais qui font un bon geste pour la société et ultimement, ceci va leur revenir. Dernier exemple, c'est le Comité olympique canadien.
qui avait énoncé clairement que la santé allait passer avant les médailles. Donc, le président, chef de la direction là, du Comité olympique canadien, M. David Shoemaker, avait pris la décision d'annoncer qu'il allait garder les athlètes au pays, peu importe la décision qui allait être prise, soit par le Comité olympique international ou par les Jeux de Tokyo. Et donc, ces derniers ont été les premiers à annoncer que leur contingent d'athlètes ne se rendrait pas aux Jeux. C'est sûr que ça a fait grincher des dents au niveau international, mais au niveau local, au niveau canadien, on a salué leur décision, on a applaudi leur position. Et force est de constater aujourd'hui qu'ils avaient raison. Donc, quand on vient à la base et qu'on prend les décisions pour les bonnes raisons, très souvent, on ne se trompe pas. Et on a prouvé là, dans cette situation-là que le Comité olympique canadien avait pris une bonne décision. Donc, ces opportunités-là et ces décisions qui sont prises émanent d'une bonne analyse des impacts. C'est ce qui est précisément là, l'étape dans laquelle on est présentement. Donc, c'est important de ne pas court-circuiter cette étape-là. Il faut prendre le temps de le faire parce que ça va nous amener plus loin par la suite. La prochaine étape, quant à elle, et je vais la mettre à l'écran, c'est vraiment l'organisation, la priorisation et le déploiement des actions. À cette étape-là, ce qui est important, vraiment, c'est de clarifier les rôles, les responsabilités. Il faut prendre le temps de séquencer comme il faut les actions. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui doit arriver avant quelle étape pour nous assurer de faire les choses de la bonne façon? Et quand Daniel parlait un peu plus tôt de l'importance de la cellule de crise, il faut que les gens qui fassent partie de cette cellule de crise-là soient investis à 100% dans le processus. Il ne faut pas sous-estimer le temps requis par les membres de cette équipe de crise-là. Ça peut être presque une job à temps plein, comme on dit en bon français. OK? Donc, ce n'est pas nécessairement le président de l'entreprise qui doit être assis à la cellule de crise, bien qu'il peut être là, mais il faut s'assurer que les gens qui soient là aient le temps d'agir, de réfléchir, de coordonner, parce que sans quoi, ça peut créer des impacts négatifs dans votre gestion de crise. À cette étape-là, il faut définir le plan de communication. Et donc, ça démontre aussi l'importance d'être prêt avant qu'une crise frappe. Dans beaucoup d'organisations, les plans de communication sont à jour, les plans de gestion de crise sont à jour, mais dans beaucoup d'autres, c'est quelque chose qu'on met souvent sur la banquette arrière. On se dit, on aura le temps de faire ça à un autre moment donné. La crise actuelle nous permet de confirmer l'importance d'être prêt parce que les entreprises, les organisations qui vont avoir un plan solide vont être beaucoup plus agiles, vont sauver du temps et vont être beaucoup plus rapides également. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tirer son épingle du jeu plus rapidement dans le contexte d'une crise comme celle qu'on vit présentement. OK? Une chose qui est importante aussi quand on développe un plan de communication, c'est de bien connaître vos publics. Tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah oui, on a un public qui est les employés, puis après ça, on a nos clients. » Mais le groupe des employés, ce n'est pas un groupe qui est homogène. C'est un groupe qui est hétérogène. Dans certains cas, quand on travaille dans le domaine manufacturier ou dans le domaine de l'alimentation, on a des employés de bureau, oui, certes, mais on a des employés d'entrepôt, on a des livreurs, on a des gens qui sont plus dans le domaine des services, on a des employés de magasins sur le plancher. Ces gens-là n'ont peut-être même pas accès aux mêmes outils de communication. Dans certains cas, comme dans la restauration, quand on est dans un univers de franchise, c'est les employés des franchisés, ce n'est pas les employés de la corporation, donc on n'a peut-être pas accès à leur courriel. Donc, il faut réfléchir à tout ça, d'où l'importance de le faire en amont, parce que quand ils vendent fort, ce n'est pas le temps où ça va être en fait beaucoup plus difficile de prendre les bonnes décisions puis de réussir à communiquer au moment requis. Il faut penser à notre CA, donc le conseil d'administration, les clients, les fournisseurs, les investisseurs. Il y a les régulateurs quand on est dans le domaine financier, entre autres, le législateur, donc tous les gouvernements, les différents ministères, les associations, les ordres professionnels. Il y a les médias, il ne faut pas les mettre de côté, bien entendu. Il y a toute la notion d'influenceur. On a vu au début de la crise, le docteur Arruda là, qui avait demandé avec le premier ministre Legault aux influenceurs d'encourager les gens à respecter les normes de santé publique et à rester chez eux. Donc, vous voyez la complexité de la chose. Il faut s'assurer de bien comprendre tous ces groupes-là et leurs besoins en information, sans quoi on pourrait faire des erreurs flagrantes. Et il faut mettre sur papier
à cette étape-là toutes les questions possibles et inimaginables qui pourraient vous être posées, même celles que vous n'aimez pas. J'ai conseillé plusieurs hauts gestionnaires qui me disaient « Ah non, cette question-là, Jason, ne mets pas ça sur papier, je ne l'aime pas. » Mais ce n'est pas ça le point. Ce n'est pas si vous aimez ou vous n'aimez pas la question. En fait, si vous n'aimez pas la question, c'est que probablement c'est la première question qu'on va vous poser. Donc, il faut être confortable avec l'inconfortable. Il faut mettre ces questions-là sur papier. Ce n'est pas un document qui va être nécessairement publicisé à l'externe, mais il faut que vous soyez prêt. Et si vous vous rendez compte que votre réponse ne convient pas ou qu'il vous manque de l'information pour répondre à cette question-là, ça, c'est signe qu'on retourne à la cellule de crise puis qu'on va chercher l'information dont on a besoin, sans quoi on pourrait se retrouver dans une situation très inconfortable. Un autre élément important, c'est d'outiller vos gestionnaires. Assurez-vous que vos gestionnaires soient les premiers porte-étendards de vos messages. Souvent, on va escamoter ce point-là et l'information ne va pas cascader de la haute direction ou du comité où la cellule de crise agit aux gestionnaires qui sont dans l'organisation et qui traitent tous les jours avec vos employés. Donc, de grâce, assurez-vous d'outiller vos gestionnaires. Ça peut être un guide du gestionnaire avec un état de situation, avec des messages clés, avec une section sur les réponses aux questions puis des ressources. Si vous outillez vos gestionnaires, ils vont être beaucoup plus mobilisés puis ils vont être en meilleure posture pour pouvoir aider les gens. Au fond, ce que vous faites, c'est que vous leur rendez la vie plus facile et ça va vous aider dans le temps. Et là, la prochaine étape, bien sûr, celle qu'on attend depuis un bout de temps, c'est celle de communiquer. Je n'inventerai rien en vous disant qu'il faut privilégier vos employés. Daniel l'a dit tout à l'heure, mais il faut répondre à leurs besoins de base. Souvent, dans les entreprises, on complexifie davantage la communication interne que ce qu'elle est vraiment. Au fond, en période de crise, il faut leur fournir des réponses simples, concises, honnêtes et de grâce. N'infantilisez pas les employés dans un moment comme ça. Faites confiance à leur capacité de comprendre la situation. J'ai listé quelques questions. Vous allez voir des questions fort complexes que les employés se posent. Est-ce que mon employeur fait ce qu'il faut pour que je sois en sécurité? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que mon emploi est à risque? Est-ce que mon employeur fait ce qu'il faut pour protéger mon emploi? Est-ce que je vais pouvoir payer mon épicerie? Hein? Quand je disais tout à l'heure des questions complexes, c'est un peu ironique, là, mais est-ce que je vais être en mesure de payer mon loyer? Est-ce que je peux aussi, comme employé, contribuer à l'effort de survie de l'organisation? Et si oui, comment? Donc, vous voyez que les questions de base en période de crise, c'est des questions qu'on se pose en tant que père de famille, en tant que mari, femme, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer que ces questions de base-là soient répondues. Et ça va vous aider, si vous voulez, à limiter la propagation de la rumeur, puis la désinformation qui va émaner des réseaux informels. Parce qu'il ne faut pas penser que parce que les gens sont en télétravail ou sont mis à pied, que les gens ne se parlent pas. Aujourd'hui, les gens sont amis sur Facebook, ils se parlent par courriel, ils se parlent par texto. Des fois, les gens, à l'époque, covoituraient ensemble. Donc, il y a des réseaux informels très, très importants. Il faut également s'assurer, pour les employés et les gestionnaires, d'offrir des ressources et des outils qui sont nécessaires pour faire le travail. Le meilleur exemple, encore une fois, c'est le télétravail. Il y a beaucoup d'organisations qui ont réussi à sauver les meubles, si vous voulez, en étant en mesure d'envoyer une grosse partie de leurs opérations à la maison. Vous savez, il y a quelques mois de ça à peine, là, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient frileuses à envoyer des gens en télétravail en disant « Écoutez, je ne suis pas sûr que les gens vont être efficaces. On ne peut pas contrôler ce qu'ils font. On ne sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils prennent des pauses trop longues? » Mais je vais vous dire une chose, puis c'est un cas vécu, là, mais on se rend compte que les gens sont prêts à ça. Dans le monde d'aujourd'hui, ça a sauvé beaucoup d'organisations. Donc, assurez-vous, il y a des logiciels, il y a des plateformes comme Zoom sur laquelle on est présentement. Il y a Microsoft Teams, il y a Slack, il y a différentes plateformes qui sont disponibles. Et ça, de pouvoir l'offrir aux employés, ça permet vraiment de privilégier la continuité des affaires. Il y a une autre règle qui est très importante, puis Daniel aussi en a parlé, c'est d'établir une fréquence de communication qui est précise, qui est régulière, puis arrangez-vous pour la respecter. Et ça, c'est très important. C'est un rendez-vous qui va être attendu par les employés. Donc, il n'y a pas juste le gouvernement
qui peut créer ces rendez-vous attendus à tous les jours à 13 heures, bien que là, on a espacé un petit peu. Mais assurez-vous de le faire parce que vos employés vont se sentir rassurés. Ils vont savoir que s'ils ont une question, elle sera probablement répondue la journée suivante. Et soyez proactifs. Il faut s'assurer d'aller au-devant de l'information. Il faut être cohérent et il faut être transparent. Et c'est sûr que dans ce contexte-là, quand on le fait, à court terme, on pourrait vivre un inconfort de partager des choses qui ne sont pas 100% confirmées. On pourrait même générer de la déception chez les employés ou de l'incompréhension, même de la grogne quand on annonce à des gens qu'on doit réduire leur salaire ou qu'on doit changer certaines conditions de façon temporaire ou qu'on doit mettre à pied certains de leurs collègues. Ça peut créer de la grogne. Mais à long terme, le fait que vous ayez été transparent et que vous ayez pris le temps d'expliquer le pourquoi, ça va vous aider. Ça va avoir un impact positif sur votre crédibilité et vous allez être en meilleure posture à la sortie de la crise. Vous allez avoir généré de la confiance. Et vous allez voir que là, on tend davantage vers une certaine relance. Et ça va vous aider, grandement. Et cette étape-là est excessivement importante, l'étape de la communication, mais une communication dont le ton et l'approche n'est pas optimale. Ça va créer davantage d'enjeux. Alors, Daniel, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette tonalité-là qui est importante? Tout à fait, c'est super important. Le ton est essentiel. Donc, de démontrer d'abord qu'on est en contrôle de la situation. Évidemment, comme on l'a vu avec la définition que Jason nous a donnée au début, on n'est jamais en parfait contrôle d'une crise parce que ça évolue, parce que ça peut prendre différentes tangentes. Puis la crise qu'on vit actuellement avec la pandémie, effectivement, c'est un beau cas où on ne sait pas exactement à quoi va ressembler demain. Comme je le disais tantôt, on est tous un peu en train d'écrire le livre. Mais on a vu avec les exemples avec les gouvernements du Canada et du Québec qui, malgré les incertitudes, démontraient un certain contrôle de la situation, donc ce qui est évidemment fondamental. Le ton aussi dans une gestion de crise doit faire preuve de compassion, de solidarité, ce qu'on appelle l'empathie. Une crise, c'est il y a presque toujours une composante émotive à une crise. On le voit présentement, il y a un impact direct sur la santé des gens, il y a un impact direct sur la situation économique des gens, la situation financière des gens. Donc, évidemment, ce sont des choses qui sont très difficiles à vivre. Donc, c'est important d'avoir le bon ton. Puis on a vu encore une fois, autant à Ottawa, à Québec, qu'il y avait justement un ton qui se voulait empathique, qui se voulait rassurant. On comprend la situation des gens, on comprend que c'est difficile. On essaye autant que possible de les soutenir, de les aider. Et une des premières façons de les aider, au-delà de tous les programmes qui peuvent être mis sur pied, qui évidemment aident concrètement les gens, c'est ne serait-ce qu'au niveau psychologique que le ton qu'on va employer. Puis je pense qu'on a vu, je reviens là avec les exemples canadiens et québécois, là, on a vu que c'était le bon ton, puis ça a permis probablement de rassurer certaines personnes qui avaient par ailleurs des craintes qui étaient tout à fait légitimes. Il faut aussi communiquer ouvertement de façon transparente. On est en 2020, tout finit toujours par se savoir. Donc, puis on le voit là entre les différentes sources d'information, des fois qui sont contradictoires. Donc, c'est important de communiquer ouvertement. On n'est pas obligé de tout dire. On a juste à expliquer pourquoi on ne dit pas certaines choses. Les gens en général vont comprendre que c'est peut-être pas pertinent ou utile, ou à la limite même que ça peut être contre-productif de donner un certain nombre d'informations, mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer pourquoi on pose tel geste, pourquoi on prend telle décision, mais c'est fondamental de communiquer ouvertement dans toute situation de crise. Par ailleurs, moi, je le dis constamment à mes clients, il faut vraiment être le plus transparent possible. Il faut trouver aussi l'équilibre entre trop d'optimisme versus trop de pessimisme. Si on est trop optimiste et on ne livre pas, les gens vont décrocher. Puis à l'inverse, si on est trop pessimiste, les gens risquent aussi de décrocher, de se démobiliser. Donc, c'est pas évident là, de marcher sur le fil qui est très, très mince, là, qui nous permet là, d'être réaliste, d'être résilient, mais de ne pas être trop optimiste, de ne pas être trop pessimiste. Donc, c'est un équilibre à trouver. Puis évidemment, le porte-parole, en fait, les communications, que ce soit écrites ou verbales, sont essentielles là, dans le dosage pour justement trouver l'équilibre parfait là, entre l'optimisme et le pessimisme. Et finalement, il faut évidemment démontrer sa crédibilité en étant au courant de ce qui se passe. Évidemment, ça va de soi, mais en agissant. Puis on voit, là, je reviens avec les exemples
au Canada et au Québec, on voit que les gouvernements agissent presque à tous les jours. Il y a des annonces qui sont faites, que ce soit des mesures de soutien économique ou des consignes par rapport à la santé publique, des directives. On voit qu'ils sont dans l'action, qu'ils ne sont pas passifs, au contraire. Et pour conclure, évidemment, puis on rentre dans cette période-là, justement, de sortie de crise. Je vous dirais que c'est une étape, par ailleurs, qu'on a mis à la fin, mais dont on devrait se préoccuper dès le début d'une crise. C'est certain que quand le feu est pris, l'action première qu'on doit poser, c'est d'éteindre l'incendie, de combattre le feu, c'est normal. Mais en même temps, il y a une équipe qui est dédiée à combattre l'incendie. Il peut déjà avoir, dès le départ, une équipe qui va se pencher sur la reconstruction, sur la relance des activités. Nous, chez TAC, on a fait ça dès le départ. On a une cellule de crise, mais on a aussi en même temps une équipe, un comité qui travaille sur la relance. On a fait la même chose avec nos clients aussi. Donc, on a commencé à travailler aussi sur la reprise normale des activités, qui sera peut-être une nouvelle normalité par ailleurs. Là, on le voit déjà un peu là, avec toutes les nouvelles règles, les nouvelles consignes au niveau de la santé publique, mais il y aura un retour à un semblant de normalité, comme je viens de le dire. Donc, il faut penser à ça dès le début de la crise. Et là, on le voit là, actuellement avec le déconfinement graduel qui se fait au Québec un peu partout. Donc, petit à petit, là, les entreprises, les commerces reprennent leur activité. Mais il faut planifier ça dès le départ. Puis planifier ça dès le départ aussi, ça veut dire qu'on peut mettre nos employés dans le coup, ça va renforcer la mobilisation, ça va renforcer l'engagement. Ça nous permet aussi de continuer à travailler sur notre notoriété, même en temps de crise. Jason donnait des exemples d'entreprises qui ont su justement, même s'ils étaient très durement impactés, la restauration, entre autres, sont très durement touchés, ont su là, se retourner et offrir des alternatives, d'autres options, et tout en maintenant leur brand, tout en maintenant leur notoriété dans l'espace public, ce qui est très important, pour ne pas perdre la confiance des consommateurs, pour pas qu'ils aillent ailleurs, pour pas qu'ils pensent qu'on n'existe plus, par exemple, ou qu'ils pensent qu'on ne reviendra pas après la crise. Donc, évidemment, puis ça vaut évidemment pour nos marques et nos partenaires. Puis, évidemment, quand on est des entreprises publiques, puis on a vu là, les montagnes russes de la bourse ces derniers mois, puis on a vu que dans certains cas, des entreprises sont durement impactées, là, qu'il y a eu une dégringolade importante parce qu'ils sont dans des secteurs encore plus durement touchés. Je pense à transport aérien, le tourisme, la restauration, etc. Donc, c'est important aussi de travailler durant la crise, mais encore plus au sortir de la crise, sur nos relations qu'on a là, pour maintenir la confiance que les actionnaires ont envers nous. Fait que ça fait le tour de ce dont on voulait vous parler ce matin. On a pris 40 minutes plutôt que 30. C'est un sujet qui nous passionne, donc on va pouvoir continuer à échanger avec vous là, cette fois-ci en prenant vos questions. Merci. Merci, messieurs. Alors, je pense que ça a été une présentation très intéressante. Même moi qui œuvre en communication depuis 20 ans maintenant, on dirait que je ne me lasse pas d'entendre ces leçons répétées, mais qui prennent toujours une nouvelle signification dans le contexte actuel. Il y a deux choses en fait que je retiens surtout que Jason a mentionné, qui nous ramènent beaucoup, je trouve, à la base de tout ce que cette crise-là nous fait vivre par rapport, entre autres, à tout ce qu'on doit communiquer à nos publics internes, les besoins de base là, qui sont vraiment les préoccupations, se nourrir, se loger, le besoin de se réaliser, puis ce grand besoin-là qu'on a tous présentement d'apprendre à vivre avec l'inconfort. Je pense que c'est une grande leçon collective, puis il n'y a pas moyen de fuir présentement. Alors, très riche en enseignements, je trouve. On va enchaîner avec une première question. C'est une question de Marie-Pierre Lavallée. Marie-Pierre qui demande, selon vous, quel est le plus grand angle mort dans la gestion des communications en situation de crise? Quelle est la chose qu'on oublie typiquement? Je vais commencer, puis Jason pourra compléter, mais j'en ai parlé durant la présentation. C'est souvent, malheureusement, l'interne qui est un peu négligé, qui est un peu oublié. On est très occupé, puis c'est normal, à combattre la crise. On était préoccupé par l'impact que ça va avoir sur nos affaires, sur nos clients. Donc, évidemment, il faut accorder une importance énorme à ça. Mais des fois, on néglige, voire on va oublier un peu à l'interne parce que la crise a un impact aussi à l'interne sur la réputation, sur le degré de confiance. Jason mentionnait des exemples de questions que des employés peuvent
peuvent poser, qui sont des questions tout à fait légitimes. Donc, c'est souvent un peu l'angle mort, je vous dirais. Hein. On est très, très bon pour s'occuper de l'externe, soigner nos clients. C'est souvent ça qu'on fait mieux dans la vie, puis on néglige un peu notre cours, hein. On néglige notre équipe. Je ne sais pas si Jason, si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, Daniel, moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Puis même en temps hors crise, on néglige beaucoup la communication interne. Moi, j'ai eu l'occasion de gérer des départements de com interne depuis de nombreuses années. Et souvent, même au niveau budgétaire, les budgets ne sont pas là, les ressources ne sont pas là en temps normal. Et là, quand il arrive une crise, souvent, on va se retourner vers les communications. On va leur dire, là, réglez-nous ça. Là, on ne sait pas comment on va faire pour mobiliser nos gens. Il y a de la rumeur. Les gens ne sont pas engagés. Les gens ne veulent pas rentrer travailler parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc, écrivez quelque chose. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut s'assurer que la communication, là, on a le parfait exemple. La communication, c'est une fonction de la haute direction. Ce n'est pas quelque chose qu'on met quelque part comme un centre de coût dans une entreprise, là, puis que, bon, ben, le gars ou la fille des communications, là, il va régler ça. Là. Non, il faut donner des ressources parce que force est de constater que la communication là, a permis à des organisations de continuer leurs affaires. Sans communication avec les différents publics, on n'aurait pas été en mesure de faire ça. Tu sais, les communications, ce n'est pas des organisateurs de party de Noël, ce n'est pas des traducteurs, ce n'est pas des rédacteurs. Oui, on est capable de faire de la rédaction, ce n'est pas ça, mais c'est une fonction stratégique. Et dans des situations comme on est présentement, il y a des bons et des moins bons côtés, mais pour les communications, il y a un bon côté, c'est qu'on réalise l'importance de cette fonction-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, en tout cas, moi, les gens avec qui je parle, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer pour la fonction des communications parce qu'on se rend compte à quel point ça peut faire une différence. Merci, Jason. Alors, Marie-Pierre, j'espère que ça répond à ta question. Prochaine question, Annie, c'est une question de Annie Arménian. Je m'excuse, j'espère en fait que je prononce le nom correctement. Alors, la question, c'est comment atténuer ou gérer les risques de diminution de réputation des leaders du gouvernement lorsqu'on sera passé le maximum de la courbe? Bien, Daniel, tu sais, je vais te laisser enchaîner, là, mais ça revient, j'ai l'impression que moi et Daniel, on a développé 3 messages clés et on va les livrer à chaque fois. Là. Mais c'est une question de transparence. Tu sais, les gouvernements, là, ils ont été excessivement transparents. Ils ont partagé l'information qu'il y avait. Ils ont reconnu quand la décision qu'ils avaient prise n'était pas nécessairement la bonne, mais qui s'ajustait, que c'était une crise pandémique, crise sanitaire mondiale. Donc, à la sortie de ça, les gouvernements, les personnalités politiques qui auront pris parole, qui auront été authentiques, qui auront été transparents et honnêtes, vont récupérer le fruit de leur effort. Encore une fois, comme je le disais tantôt, des fois, à court terme, ça génère de l'inconfort, mais à moyen et à long terme, c'est payant. Mais je vais laisser Daniel, qui a un peu plus d'expérience que moi dans ce secteur-là. Ben, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Jason. Puis, tu sais, si on regarde les exemples concrets, évidemment, on ne sait pas à quoi demain va ressembler. On peut, à ce stade-ci de la crise au Canada, au Québec, dire que l'évaluation, somme toute, est plutôt bonne de la performance des gouvernements, mais ça peut changer en fonction de l'évolution de la pandémie. On peut aussi voir des exemples ailleurs dans le monde où la gestion de la communication, la gestion de la réponse à la pandémie n'est pas bonne. Puis, ça se reflète. Je disais tantôt que quand il y a des crises où l'État est appelé à jouer un rôle important, c'est tout à fait normal qu'on voit que le niveau de confiance augmente envers les gouvernements parce que les gens font corps avec le gouvernement pour répondre à la crise. On l'a vu à différents moments dans l'histoire. Puis, je donne un exemple rapidement. On l'a vu notamment au lendemain des attentats du 11 septembre, alors que la cote de popularité et le niveau de confiance du président Bush était très, très forte parce qu'on aimait la façon dont il répondait à la crise, alors qu'on voit actuellement que ce n'est pas du tout le cas avec le président américain où son niveau d'approbation a même un peu baissé par rapport à ce qu'il était avant le début de la pandémie parce que les gens jugent que sa réponse à la crise n'est pas adéquate. Donc, évidemment, peut-être que lui aussi, ça peut évoluer s'il se replace, s'il se ressaisit, si sa performance est meilleure pour la suite des choses. Mais ce que Jason a dit est tout à fait correct.
Merci, messieurs. Alors, prochaine question de Marjolaine Pilon, qui veut savoir, pensez-vous qu'il est toujours possible pour les entreprises de bien agir en temps de crise? Je pense notamment aux startups et aux PME, par exemple, qui n'ont pas de gros budget ou beaucoup de ressources. Et j'ajouterais à la question de Marjolaine, souvent pas de fonction même de communication au sein de leur organisation. C'est certain que si tu n'as pas de fonction de communication, ça peut être un peu plus difficile, mais à mon avis, il n'y a pas d'excuse. La communication, tout le monde, à la limite, peut en faire d'une certaine façon. Il y a des principes de base. C'est certain que plus tu es équipé, peut-être mieux c'est, mais je pense que toutes les organisations devraient être préparées à une crise quelconque. Là, on en vit une extraordinaire, mais chaque organisation peut, au cours de sa vie, être victime d'une crise là, qui touche son secteur en particulier, sa compagnie en particulier. Donc, idéalement, il faudrait être capable de répondre à ça un peu. Le plan peut être moins élaboré pour une petite entreprise que pour une immense entreprise, évidemment, mais je pense que la clé, le nerf de la guerre, c'est la communication. Des fois, peut-être que ça va être un peu maladroit, malhabile, mais si au moins les publics, que ce soit externes, internes, sentent qu'il y a un désir de communiquer, déjà, ça va faire une partie du travail si on sent qu'il y a cette volonté-là de communiquer. Je ne sais pas, Jason, si tu veux. Oui, puis en fait, ce qui est important aussi, c'est que vous connaissez votre business. T'sais, ça, c'est la chose la plus importante. Quand on connaît notre business, qu'on connaît comment fonctionne notre approvisionnement, nos fournisseurs, on sait c'est qui nos joueurs importants, ça fait en sorte qu'en partant, là, même si vous n'êtes pas des experts en communication, là, vous venez d'identifier c'est qui vos publics. OK? Puis après ça, il faut se mettre dans les souliers de chacun de ces publics-là puis de dire, OK, c'est quoi, moi, là, si je suis un fournisseur, là, je veux savoir quoi? On va-tu recevoir des commandes encore? Ça va être quoi le processus que je vais devoir utiliser quand je vais faire affaire avec cette entreprise-là? Donc, ça, pour moi, c'est une chose qui est cruciale, c'est la connaissance de votre business et de votre environnement, de votre industrie. Et l'autre élément, c'est que la communication, au fond, c'est hyper simple. Hein? Mais c'est tellement simple que c'est complexe. Donc, revenez à la base. Tu sais, je vous disais tantôt, les questions de base étaient très simples, mais la communication, plus elle est simple, plus elle est sophistiquée. Alors, essayez d'y aller le plus simplement possible. Et si, dans le processus, quand vous parlez entre vous, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, c'est que vos messages ne sont pas assez simples. Et pour moi, l'exemple parfait de la sophistication, c'est un message qui est hyper simple. Et ça, on est tous capables de le faire. Dans le fond, arrangez-vous pour que les gens qui consomment votre produit, qui travaillent dans votre organisation ou qui fournissent votre matériel, qui vous comprennent, parlez leur langage. Il n'y a pas un seul langage, mais parlez leur langage. C'est ça qui est important. D'où l'importance, je pense, de bien connaître ces publics aussi. Alors, une question de Sandrine Lassalle. Qu'entendez-vous exactement par travailler à la relance dès le départ? Comment Comment envisagez-vous cela alors que souvent, au début de la crise, on ne sait même pas où l'on va et ce qui va nous arriver? Effectivement, on ne sait pas comment la crise va évoluer, puis ça nous frappe de plein fouet. Une crise, c'est un choc au départ, là. Donc c'est normal qu'il y ait un certain délai entre le moment où on subit la crise, on reçoit la nouvelle, puis le moment où on se met en action. Mais ce qu'on sait, c'est, puis Jason venait de le dire, on connaît notre entreprise, on connaît notre secteur d'activité, on sait ce qu'on veut faire une fois que la crise va terminer, on sait où on veut être, où on souhaiterait être. Donc je pense qu'on peut déjà travailler à ça tout en travaillant à la gestion de la crise comme telle. Je reprends l'analogie de l'incendie. Tout en travaillant à éteindre l'incendie, on peut déjà penser à comment on va reconstruire la maison. Parfois même, une crise, c'est une occasion de faire peut-être les choses différemment, autrement, de mettre en place des virages, des changements qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on ne fait pas. On le voit ces temps-ci. C'est clair que ça me semble assez évident qu'une des séquelles, si je peux dire, de cette crise-là, puis Jason le mentionnait tantôt, c'est qu'il risque d'y avoir peut-être plus de gens qui vont être en télétravail, même quand la pandémie va être finie. Il y avait beaucoup d'employeurs qui étaient réfractaires à ça, puis maintenant qui ont probablement font preuve de plus d'ouverture parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne quand même assez bien. Donc, je pense qu'on peut quand même, tout en combattant la crise, en répondant à la crise, on peut quand même travailler à quoi on veut, à là où on veut être une fois que la crise va terminer, quand on va être de retour dans un cadre opérationnel normal. Puis, il y a juste un élément que je voudrais rajouter puis que j'ai oublié de mentionner, là, mais en ce moment, là, tout ce que vous faites, là, ça contribue à votre marque employeur. OK? Ça, c'est un élément là, parce qu'à la relance puis à la sortie de la crise, là, il va falloir probablement recruter du personnel. Dans certains cas, on a fait des mises à pied. Ces mises à pieds-là pourraient décider d'aller travailler ailleurs. Et là,
le travailleur moyen va magasiner son employeur et de plus en plus avec la nouvelle génération, dont je fais partie quand même, on s'assure qu'il y a une adéquation entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'organisation. Donc, si, comme entreprise, comme organisation, vous avez vraiment fait les choses de la bonne façon, vous avez démontré autant à vos propres employés qu'au public en général que vous étiez là pour les bonnes raisons. Vous étiez, oui, opportuniste dans le sens où vous vouliez maintenir vos affaires en place, la continuité des affaires, mais que vous n'avez pas été mercantile à un point d'écraser les autres, vous allez ressortir gagnant de la crise. Les gens vous regardent en ce moment. Comment vous agissez avec vos valeurs corporatives, comment vous les mettez en action, ces valeurs-là vont faire en sorte que votre image d'employeur, votre marque d'employeur va être rehaussée, ce qui contribue à votre réputation. Puis, ultimement, autant des nouveaux employés que ceux qui sont déjà dans vos murs, bien, ça va générer de l'engagement, de la mobilisation. Vous allez être plus efficace, plus agile et vous allez créer… En ce moment, là, ça cristallise des équipes. Moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Tact et puis je suis arrivé quasiment dans le contexte de la pandémie. Et en dedans de quelques jours, ça a cristallisé des relations que je pense qu'il aurait pris probablement des mois. Donc, une journée en crise de pandémie, là, c'est 1 an. Donc, assurez-vous là, de faire les choses comme il faut parce que ça amplifie tout, finalement. Merci. J'enchaînerai donc avec la question suivante qui est reliée, je crois. C'est une question de François Répère. Est-ce donc pratiquement plus important de communiquer fréquemment à l'interne qu'avec nos clients, surtout en temps de crise comme nous vivons en ce moment? Autant peut-être même un peu plus effectivement à l'interne. D'abord, en général, c'est un peu plus facile. À l'externe, il ne faut pas non plus saturer nos clients d'informations qui sont, à un moment donné, la pertinence doit demeurer aussi. Mais à l'interne, c'est clair qu'il faut communiquer autant, sinon plus, sur une base régulière. Là, comme on l'a dit, comme Jason l'a mentionné, c'est fondamental. Tu sais, j'invente rien, là, mais les employés, c'est le moteur de votre organisation. Là. Si vous n'avez pas d'employés, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est clair qu'on ne veut pas que les employés apprennent dans les médias une décision ou une annonce quelconque. Il faut toujours privilégier vos employés. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt qu'il faut outiller vos gestionnaires avec des messages, etc., parce qu'eux-mêmes doivent être des courroies de transmission de cette information-là. Donc, vous n'êtes pas obligé, là, il y en a qui se disent « Ouais, mais moi, là, admettons, je suis le vice-président d'une organisation, je suis le président d'une organisation, je n'ai pas le temps de faire des annonces à tous les jours. » On n'a jamais dit que c'est le président qu'il faut qu'il annonce à tous les jours. Mais il faut s'assurer d'identifier les territoires de communication pour chacun des individus clés dans l'organisation. Puis, peut-être que pour des annonces quotidiennes, on s'assure que ce soit les gestionnaires d'équipe qui font des rencontres hebdomadaires. Puis, on peut jouer avec la fréquence. Hein? En début de crise, c'est à tous les jours. Plus la crise évolue, on peut y aller aux 2 jours. Puis après ça, on peut le faire même 1 fois par semaine. Donc, vous n'êtes pas tenu à un carcan de dire, bon, bien, au début, je communiquais à tous les jours, je dois faire ça pendant 6 mois. Ce n'est pas réaliste. Donc, il faut que vous vous adaptez. Puis la fréquence peut évoluer avec le temps. On peut même revenir à une fréquence plus régulière si la crise évolue d'une certaine façon. Mais de grâce, parlez à vos employés. C'est vos premiers porte-étendards. C'est à eux qu'il faut parler. Merci, Jason. Le temps file. Je vous propose de prendre une dernière question. Il faudrait y fournir une réponse courte. Alors, c'est une question de Sébastien Grimard qui demande « Lorsqu'en situation de crise, la mise en place des communications est faite en retard, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper la mise? » Bien, idéalement, il faudrait que vous ayez un plan de gestion de crise. La communication ne devrait pas se faire en retard. Si vous avez un plan, ça, c'est le premier conseil que je vous donnerais. Mais sinon, c'est du rattrapage. Effectivement, c'est plus difficile que si on l'a fait dès le départ. Puis on l'a vu, d'ailleurs, je donnais l'exemple du gouvernement canadien où il y a peut-être eu un petit décalage au début dans la communication qui fait qu'ils ont peut-être un peu traîné de la patte pendant quelques jours. Ils se sont repris depuis. Mais idéalement, quand on a un plan, quand on est préparé, même si une crise par définition, c'est soudain, quand on est préparé, idéalement, la communication se fait dès le départ. Mais mais il faut, cela dit, si on n'est pas prêt au départ, il faut quand même ne pas en faire parce qu'on a raté le départ du train. Là, on essaie de rattraper, de sauter sur un wagon pour pouvoir à tout le moins commencer la crise éventuellement. Je sais pas, commencer la communication, pardon. Parfait, merci. Je ne sais pas, Jason, si tu voulais ajouter quelque chose. Daniel est tellement complet, puis dans un esprit de concision, je vais laisser ça comme ça. Parfait, excellent. J'ajouterais peut-être juste qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, jamais trop tard pour commencer à communiquer. Alors, ben voilà, c'est comme ça que le webinaire de ce matin se termine. Merci à tous de votre participation.
participation. Merci Daniel, merci Jason. Il reste quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, alors nous allons tenter d'y répondre par écrit. J'aimerais remercier nos participants d'aujourd'hui, ainsi que Hydro-Québec qui est présentateur de l'événement. Veuillez noter qu'on a prévu un court sondage quand vous allez vous déconnecter. On vous encourage à prendre les 2 minutes nécessaires pour y répondre. Ce sont des résultats qui nous sont très utiles pour améliorer la qualité de nos webinaires. Puis je vous rappelle également que si vous vous êtes connecté en retard et que vous souhaitez partager le webinaire avec vos collègues, il est disponible en rediffusion sur le site de la Chambre. Vous allez recevoir le lien par courriel. Je vous mentionne également que vous pouvez poser vos questions en tout temps à notre escouade d'experts en visitant la rubrique qui est dédiée sur le site de la Chambre au ccmm.ca. Et finalement, j'espère que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour nos prochains webinaires. Bonne fin de journée à tous et bon week-end.